Lundi 13 janvier 2014, s'ouvre à Rodez l'un des procès les plus attendus de l'année. Dans le box des accusés, Marc Ferral, 57 ans, un gérant de discothèque bien connu dans la région. Face à ses juges, d'emblée l'accusé annonce la couleur et voici ce qu'il déclare. J'ai abattu un père de famille. Il y a 2 enfants qui le pleurent aujourd'hui, qui le pleureront demain. Je mérite la peine de mort. Marc Ferral va clamer à ses juges qu'il mérite la peine de mort. Voilà un accusé quand même pour le moins particulier. Et si le patron de discothèque réclame une peine exemplaire, c'est peut-être qu'à ce moment précis, et pour la première fois, il réalise qu'il a commis un crime impardonnable. Le meurtre d'un garagiste, Jean-Paul Chardenoux, un honnête père de famille, mais surtout, son ami depuis plus de 10 ans. Jean-Paul Chardenoux a été abattu comme un chien. J'ai dit de me serrer la main s'il m'entendait. Et il ne me l'a jamais serré. Voici l'histoire incroyable d'un homme que rien ne prédestinait à tuer. Marc Ferral, pour le définir, on a un peu l'impression que c'est le Patrick Sébastien de l'Aveyron. Moi, il m'a dit, je vais le tuer. Avoir monté cet empire de discothèque, tout détruire, quel con! Seulement, l'extrême jalousie de Marc Ferral va le pousser à commettre l'irréparable. Marc Ferral, à chaque fois qu'on le quitte, c'est une catastrophe. Quand tu as un peu de jugeote et que tu sais le passé de Marc, tu t'amuses pas à ça. Parce que ça finit en drame. Espalion, un petit village de 4000 habitants, blotti dans la vallée de l'Aveyron. Le 18 août 2010, dans la chaleur de l'été, l'ambiance est plutôt paisible et pourtant un terrible drame se prépare. Il est midi. Jean-Paul Chardenoux et sa femme font une pause déjeuner dans leur garage. Lorsque Marc Ferral se présente à l'entrée. Il a dit « Jean-Paul, tu sors pour qu'on s'explique ». Alors Jean-Paul est sorti à sa suite et 5 secondes après que Jean-Paul soit sorti, on a entendu la détonation du fusil. Aussitôt, Madame Chardenoux se précipite et découvre que Marc Ferral vient de tirer sur son mari. Quand Madame Chardenoux sort, c'est un cataclysme. Le coup venait juste de partir et Jean-Paul était étendu dans une mare de sang. Madame Chardenoux va avancer alors que Marc Ferral va même la menacer avec le fusil. Il avait toujours son fusil dans les mains, donc c'est très dur d'avancer devant quelqu'un qui est armé. Je lui hurlais de foutre le camp. J'ai dû le lui dire une dizaine de fois. Il va s'éloigner, il va partir en direction de l'arrière, derrière le garage. Et une fois qu'il a passé le coin du garage, j'ai été auprès de mon mari. Madame Chardenoux va alors assister impuissante aux derniers instants de son mari, Jean-Paul. J'ai vu l'horreur. Il avait un trou béant dans le ventre. Et j'ai pris la main. J'ai dit de lutter, de ne pas s'endormir, que les secours allaient arriver. Et j'ai dit de me serrer la main s'il m'entendait. Et il ne me l'a jamais serré. Il a été touché au niveau de l'abdomen et il est cliniquement mort. C'est-à-dire qu'il respire encore, mais en fait c'est un râle, un long râle, et il ne lui serrera même pas la main, il ne la verra pas, il ne l'entendra pas, et il va mourir là, sur le parking de son garage. Quand le SAMU et les gendarmes arrivent sur place, il est déjà trop tard. Aussitôt, Madame Chardenoux annonce à Sabrina, leur fille aînée, que son père est décédé.
Quand elle est arrivée, bon, j'étais agenouillée devant mon mari puisque bon, il était mort et elle a pas revu son père vivant. Les gendarmes se mettent aussitôt à la recherche du tireur. Et ils ne vont pas avoir besoin d'aller très loin pour le trouver. Assez rapidement, Madame Chardenoux va indiquer aux forces de l'ordre l'itinéraire de fuite du tireur. J'ai dit qu'elle était derrière et le gendarme est reparti en courant vers sa voiture pour mettre les gilets pare-balles. Les gendarmes vont se déployer sur la scène du crime et on va très rapidement découvrir à l'arrière du bâtiment Marc Ferral allongé. Après avoir ouvert le feu sur Jean-Paul Chardenoux, Marc Ferral aurait retourné l'arme contre lui. Il est derrière une voiture et il a l'arme, un fusil de chasse, entre les jambes. Les gendarmes imaginent assez facilement qu'il s'agit d'une tentative de suicide. Il va derrière l'engin pour se foutre en l'air. Seulement, Marc Ferral semble avoir raté son coup. Il est toujours vivant. Les gendarmes constatent l'état de Marc Ferral. Ses jours ne semblent pas être en danger. Il va présenter une blessure au niveau de l'épaule, mais en aucun cas, un organe vital n'est touché par le tir qu'il s'est donné à lui-même. En attendant de pouvoir être interrogé, Marc Ferral est transféré de toute urgence à l'hôpital de Montpellier. Dans la région d'Espalion, l'annonce du crime est accueillie avec effroi. En effet, personne n'aurait imaginé que la victime, Jean-Paul Chardenoux, puisse un jour faire la une des faits divers. Jean-Paul Chardenoux, c'est un type qui est généreux, qui rend service à tout le monde. C'était quelqu'un qui était non violent, c'était quelqu'un qui était humain, droit. C'était quelqu'un d'honnête, ça c'est sûr, d'honnête, de gentil. Le garagiste de 50 ans était aussi un bon père de famille. C'était le père idéal, le papa idéal. Nous sommes mariés en 1982. Très vite, nous avons eu Sabrina en 83 et puis Yann en 88. Nous étions bien, oh là là. À l'instar de la victime, le tueur Marc Ferral est lui aussi un homme apprécié de tous. Il n'a ni le profil d'un criminel, ni celui d'un candidat au suicide. À 53 ans, l'homme a un parcours atypique qui commence dans l'ombre des stars. Il est éclairagiste. Il va le suivre les tournées de ces stars des années 80. Je sais qu'il avait été chez Gold, donc le groupe Gold, et ça avait marché pendant des années et des années. Pendant 10 ans, Marc Ferral va mettre en lumière les concerts des chanteurs phares des années 80, comme ceux de Jean-Jacques Goldman, Images ou encore Gold. Et puis c'est un type intelligent, c'est un type rusé, il a le sens des affaires, il a un vrai charisme. Et donc progressivement, il a gravi les échelons. C'est un homme qui est parti de rien et qui est arrivé à quelque chose professionnellement remarquable. En 1998, Marc Ferral va monter le Rétro, une discothèque pour seniors en plein cœur de l'Aveyron. Une idée de génie qui va faire de lui une célébrité locale, comme le montrent ces images, tournées par un photographe lors d'une soirée. Monsieur le directeur du Rétro Braqueville, Monsieur Marc Ferral. Merci à toutes et à tous d'être revenus à ce grand mois du Rétro. Comme son nom l'indique, le Rétro s'adresse aux inconditionnels du bal musette et de l'accordéon. En quelques mois, le succès de Marc Ferral et de son établissement est fulgurant. Car dans la région, les fans sont nombreux.
faisait des dansants avec des papis, des mamies. Il savait faire son truc, hein. Attention, il était malin. Hein. Mais les gens venaient de tous les départements limitrophes. Il y avait des gens qui faisaient des fois 200 km, 300 km pour venir voir Marc. Marc Ferral s'est même entouré des pointures de l'accordéon comme le célèbre Roberto Milesi, le parrain du rétro. C'est quelqu'un qui avait le sens de la fête, qui mettait les bons ingrédients là où il fallait. Et il mettait dans le mille à chaque fois. Pour le définir, on a un peu l'impression que c'est le Patrick Sébastien de l'Aveyron. Le drame qui s'est noué sur le parking de Jean-Paul Chardenoux est d'autant plus incompréhensible que les deux patrons se connaissent et s'apprécient. Marc Ferral fait réparer ses voitures chez Jean-Paul Chardenoux, donc il y a déjà cette relation qui est une relation de professionnel. Il se trouve qu'ils sont copains. Il se trouve qu'ils se connaissent depuis 10 ans, qu'ils dînent régulièrement ensemble. Ils ont une vraie relation amicale. Alors, pourquoi Marc Ferral a-t-il abattu son ami Jean-Paul? L'enquête commence. Elle est confiée à la section de recherche de Montpellier. Et c'est Madame Chardenoux, l'épouse de la victime, qui va leur apporter un premier élément de réponse. Interrogée par les gendarmes, l'épouse de la victime va leur révéler qu'après 30 ans de vie commune, ils étaient en instance de divorce. En janvier 2010, nous avons décidé de nous séparer parce que, bon, voilà, les aléas de la vie font que... mais nous avons quand même entretenu une amitié aussi fusionnelle qu'avait été notre amour, en fait. Même s'ils vivent toujours sous le même toit, parce qu'il y a les enfants, parce qu'il y a également l'entreprise dans laquelle ils travaillent tous les deux, ils ont refait chacun leur vie et ils ne s'en cachent pas, en tout cas c'est sans ambiguïté. Jean-Paul Chardenoux et sa femme vivent et travaillent ensemble, mais sont donc officiellement séparés. D'ailleurs, peu de temps avant sa mort, Jean-Paul était tombé amoureux d'une autre femme, Martine, une employée de pharmacie. Et cette femme plus jeune n'est pas n'importe qui. La fameuse Martine, qui est la maîtresse de Jean-Paul Chardenoux depuis 3 mois, elle est également l'ex-compagne de Marc Ferral. Et évidemment, ça pose question. Est-ce que c'est pas juste, d'ailleurs, le mobile? Est-ce que c'est pas Martine, le mobile de ce crime? Entre les deux amis, Jean-Paul et Marc, il y a une femme, Martine. La piste d'un crime passionnel commence à se dessiner. Car selon Madame Chardenoux, la liaison que son mari entretenait avec la jeune pharmacienne n'était pas du goût de Marc Ferral. D'ailleurs, le patron de la discothèque avait fait de la vie du garagiste un enfer. Marc Ferral proférait des menaces sur Jean-Paul depuis déjà quelques semaines. Souvent, bon, c'était je lui ferai la peau. Ou, alors bon, je lui disais, si tu veux t'expliquer avec Jean-Paul, je veux être là. Non, non, ça se passera sans témoin, ça se passera dans les bois d'Aubrac. Marc Ferral se répand dans toute la ville en faisant savoir à droite, à gauche, y compris à Madame Chardenoux, qu'il n'est pas content de cette situation. 2 jours seulement avant le drame, la pression exercée par Marc Ferral était encore montée d'un cran. En effet, le patron de discothèque était venu au garage, accompagné d'un gros bras. Il vient au garage avec son videur, Dimitri. Il est arrivé en me disant Jean-Paul est là parce que je suis avec Dimitri. Mais je dis non, il n'est pas là. Et il est où? Je ne sais pas. Et donc, quand ils sont partis, j'ai appelé mon mari. Mon mari, il avait vraiment peur. Il avait très, très peur. Jean-Paul Chardenoux n'était pas le seul à avoir peur. Martine était elle aussi dans le collimateur de Marc Ferral. Il m'a dit oh ben Martine avec sa petite polo blanche, je la foutrais dans un barrage, voilà, des choses comme ça. Je ne sais pas comment il faisait, s'il avait des indices partout. Enfin, il arrivait à retrouver toujours les traces de Jean-Paul et de Martine. Depuis qu'il fréquentait Martine, Jean-Paul Chardenoux était donc devenu un rival pour Marc Ferral. Mais alors qu'il est interrogé par les gendarmes pour s'expliquer,
le patron du rétro va faire d'incroyables révélations. Et ce que les enquêteurs prenaient pour un banal vaudeville va se révéler être bien plus qu'une histoire de jalousie. 2 jours après le crime, le patron du rétro, encore blessé par sa tentative de suicide, est placé en garde à vue. Et là, de façon très stupéfiante, il va livrer une version qui n'a rien à voir avec ce que l'on croyait savoir. D'abord, Marc Ferral va révéler comment, un beau jour, il a eu le coup de foudre au rétro pour Martine, que l'on voit ici en blanc, et qui danse au milieu des seniors. Martine passe ses dimanches après-midi au rétro. Marc, il voit cette femme qui brille. Il la rencontre, et c'est pas un hasard, il la rencontre sous les projecteurs. Elle danse, elle est sur la piste, elle est magnifique, et elle le séduit. Martine est une très jolie femme, donc il le met, lui, en valeur. Elle n'est pas du 3e âge et qu'elle dénotait complètement dans l'ambiance de l'établissement. Et grâce à la jeune Martine, qui a 12 ans de moins que lui, Marc Ferral connaît soudain un regain de jeunesse. Roberto Milesi, l'accordéoniste du rétro, se souvient de la transformation de son ami. Marc était très heureux. On voyait qu'il était amoureux. C'était ça. Moi qui ai bien connu Marc pendant des années, quand il a été avec Martine, il a été très amoureux. Ça c'est sûr. Et il avait fait une cure, certainement d'amaigrissement, pour lui plaire en plus. Pour lui plaire. Au début, c'était l'amour de ma vie. Voilà, c'était un ado. Un ado. Seulement, d'après Marc Ferral, 2 mois avant le drame, Martine l'aurait trahi avec Jean-Paul Chardenoux. Et voici précisément ce que le patron du rétro déclare. On a passé l'après-midi ensemble avec Martine. On s'est embrassés, mais 2 jours après, elle m'a annoncé qu'elle ne voulait plus revenir. Je l'ai suivie et j'ai découvert qu'elle était avec Chardenoux. Marc les a vus ensemble. Ils étaient enlacés. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'il va apprendre que Martine et Jean-Paul ont une relation. Il découvre, alors qu'il est en pleine histoire d'amour, cette trahison. Moi, il m'a dit, tu comprends, on a tout partagé ensemble et tout. Il n'a pas le droit de me faire ça, il n'a pas le droit de me faire ça. Pire, Marc Ferral va même inverser les rôles et prétendre que ces derniers temps, c'est lui qui était victime de harcèlement téléphonique de la part de son ami Jean-Paul Chardenoux. Marc Ferral va recevoir des messages téléphoniques scabreux, salaces, sur son téléphone portable. Des appels où on lui explique qu'il est un homme impuissant, qu'il ne représente rien. Et pour prouver ses dires, Ferral va présenter aux policiers des messages de Jean-Paul Chardenoux qu'il a conservés sur son portable. En voici d'ailleurs un extrait. Martine est plus heureuse avec moi maintenant. Toi, elle te trouvait mollasson. T'as pas le coup de rein. T'es un mauvais coup. Marc Ferral a eu des problèmes de santé. Il a fait un premier AVC, il a subi l'ablation d'un rein. Tous ces problèmes médicaux ont entraîné une forme d'impuissance sexuelle. Jean-Paul Chardenoux se moque de lui, il l'humilie sur son incapacité ou son impuissance sexuelle. C'est une véritable souffrance chez Marc Ferral, puisqu'effectivement, il connaît ses faiblesses, et là, on lui renvoie des choses extrêmement désagréables, et ces messages sont nombreux, sont récurrents. Marc Ferral dépose plainte. Et puis, devant les policiers, Marc Ferral prétend que Jean-Paul Chardenoux était menaçant. Pour preuve, cet autre message vocal que lui aurait laissé la victime quelques jours seulement avant le crime. Si tu continues, tu vas avoir des ennuis. De gros ennuis même. T'as qu'à m'appeler sur ce numéro. Je t'attends. Voilà mon numéro de téléphone et je te file rendez-vous quand tu veux, on va régler le problème.
numéro, il le connaît, c'est effectivement celui de Jean-Paul Chardenoux. Il pense que Jean-Paul Chardenoux est derrière les menaces, les appels téléphoniques qu'il a reçus, qui l'ont beaucoup humilié. Ça gronde, ça menace, jusqu'au moment où ça explose. Et le patron du rétro de poursuivre que le jour du drame, c'est à bout de nerfs et la peur au ventre qu'il se serait rendu au garage des Chardenoux pour en découdre. Lorsqu'il arrive sur les lieux, il a peur. Son fusil est à l'arrière, sur la banquette. Il va voir Jean-Paul Chardenoux. Il lui demande des comptes. Ce dernier serait montré très menaçant. À un moment donné, coincé parce qu'il avait peur de recevoir des coups, il a sorti son arme. Il a menacé, l'autre a continué à avancer. Et son doigt aurait glissé sur la queue de détente du fusil et que le coup serait parti. Marc Ferral va expliquer que ce jour-là, il a quasiment agi en état de légitime défense. Horrifié par son geste, Marc Ferral explique qu'il a ensuite voulu mettre fin à ses jours, mais qu'il se serait manqué. Moi, je suis convaincu que lorsque Marc Ferral tire, il se réveille. Et la scène qu'il voit, c'est une scène terrible. Il y a un homme qui est allongé, qui est en train de mourir. Et il va derrière le hangar pour se foutre en l'air. Et il dit qu'en reculant, il a heurté un objet qui était au sol, et qu'en tombant, le fusil s'est dévié, et le coup est parti lorsque le canon était au niveau de l'épaule. Un patron de discothèque trahi par son ami garagiste et qui reçoit des messages humiliants et des menaces quotidiennes. Marc Ferral aurait-il été poussé à commettre l'irréparable? Les enquêteurs ne sont pas dupes, car selon eux, le scénario de Ferral ne tient pas la route. En effet, contrairement aux affirmations du patron du rétro, Jean-Paul Chardenoux n'a pas vraiment le profil d'un menaçant provocateur. Bien au contraire. C'était quelqu'un qui était humain, droit. C'était un homme sympathique, bienveillant vis-à-vis des autres, et plus encore, c'est le terme qui me paraît le plus adapté, respectueux des autres. D'ailleurs, selon son épouse, Jean-Paul Chardenoux cherchait même à désamorcer le conflit qui l'opposait à Marc Ferral. C'était quelqu'un de plutôt pacifique, il essayait toujours d'arranger les choses en dialoguant, justement. Il essayait toujours d'arrondir les angles, comme on dit. Il voulait s'expliquer de choses qu'il n'avait pas faites, mais enfin, il voulait avoir une conversation avec Ferral pour essayer d'arranger la situation. Pour les gendarmes, il est inconcevable que Jean-Paul Chardenoux puisse être l'homme violent qui menaçait et humiliait Marc Ferral. Et c'est en analysant les messages reçus par le patron du rétro qu'ils vont en avoir la preuve. Dans les messages où Jean-Paul est censé dire « Viens, on va s'expliquer », et qu'il le rabaisse et qu'il essaie de l'humilier, en fait, ils s'aperçoivent que c'est pas Jean-Paul qui parle, c'est pas sa voix. Marc Ferral a donc menti aux enquêteurs. Et ils vont découvrir qu'entre le patron de discothèque et Jean-Paul Chardenoux, il y a un troisième homme, qui serait en réalité l'auteur des menaces et des messages scabreux envoyés à Marc Ferral. Et ils identifient très vite le propriétaire de la ligne qui se prénomme Francis. Donc ils vont convoquer et entendre le fameux Francis. Et ce que Francis va révéler aux gendarmes est à peine croyable. L'homme avoue être un ami de Martine. Et pour l'aider, il a menacé Marc Ferral en se faisant passer pour Jean-Paul Chardenoux. Voici ce que Francis raconte. Je reconnais être à l'origine des messages vocaux sur le portable de Marc Ferral. Il n'arrêtait pas de relancer Martine. Et elle ne voulait plus rien avoir à faire avec lui. Je l'ai fait pour lui rendre service et pour qu'il arrête de la harceler. Il a fait ça de sa propre initiative.
n'écoutant que sa stupidité. Seulement, Francis, l'ami de Martine, va aller plus loin dans ses révélations aux enquêteurs et il va leur apporter la preuve que Marc Ferral les a manipulés depuis le début. Il va faire une révélation, mais alors totalement fracassante, puisqu'il va dire qu'il a réalisé à un moment donné sa stupidité et qu'il a voulu réparer sa faute. J'ai appelé Marc Ferral. On s'est donné rendez-vous. Je me suis excusé en expliquant que je n'avais pas été bien intelligent d'avoir téléphoné. Et il m'a dit « Je ne t'en veux pas ». Ensuite, on s'est serré la main et je suis parti. Marc Ferral savait que ce n'était pas Jean-Paul Chardenoux. C'est dégueulasse. Il savait que ces messages, c'était du vent. En tirant sur le pauvre Jean-Paul, le patron du rétro savait donc qu'il ne tuait pas l'auteur des menaces proférées à son encontre, mais un innocent. Pour les gendarmes, Marc Ferral serait donc un menteur doublé d'un meurtrier. L'homme est placé en détention provisoire. Et l'histoire pourrait s'arrêter là. Seulement Marc Ferral est loin d'avoir révélé tous ses secrets. Une semaine après le drame, lors d'une perquisition au domicile du principal suspect, les enquêteurs vont avoir une surprise de taille. En effet, depuis que Martine l'avait quitté en désespoir de cause, Marc Ferral avait fait appel à des médiums. Marc Ferral a effectivement contacté des voyantes. Qui travaillent pour que Martine revienne dans les bras de Marc. Il les appelait jusqu'à 30 fois par jour. Et il appelait l'une, et puis l'autre, et puis il vérifiait ce que l'une avait dit par rapport à ce que l'autre allait lui dire, pour voir si les informations se recoupaient. Voici un extrait d'une des demandes de Marc Ferral auprès des voyantes qu'il consultait. Je ne dors plus les nuits. Ça m'a déchiré le cœur. Je veux la récupérer à tout prix. Je me tourne vers vous pour vous demander votre soutien dans le différend qui m'oppose avec ce vicieux de Jean-Paul Chardenoux. Le départ de Martine devient pour Marc Ferral une obsession qui vire à la névrose. On trouvera chez Marc Ferral des photos de Martine Queyron avec des incantations qu'il fallait prononcer, des rituels à respecter pour effectivement la séduire à distance. Derrière ces photos, il y a des annotations. Je veux qu'elle revienne, Martine, je t'aime. Il est totalement obsédé par Martine. Une amie de Marc se souvient que le patron du rétro était prêt à tout pour reconquérir Martine. Il était pervers, parce qu'il faisait semblant d'être avec moi à des moments pour qu'elle vienne me voir, pour la rendre jalouse. Quand je lui disais « Mais c'est idiot, des femmes, t'en as plein ». Il a plein, ben oui, mais non, c'était Martine. Il avait plus un raisonnement comme il est. C'était plus Marc Ferral. Les gendarmes décident de convoquer l'ex-compagne de Marc Ferral. Et contrairement au patron du rétro, Martine explique que pour elle, leur histoire n'était qu'une simple amourette. Voici ce qu'elle déclare. Ce qui m'a attirée chez cet homme, c'était son côté festif. Mais je n'attendais rien de cette relation. Moi, je pense qu'elle n'avait aucun sentiment. Je pense pas qu'elle aimait Marc, je pense pas. D'ailleurs, elle s'en foutait. De sa boîte, elle s'en foutait. Ça se voyait, mais alors, elle n'avait rien à foutre. D'ailleurs, Martine, à plusieurs reprises, a tenté de repousser Marc Ferral. J'ai décidé de le refouler à plusieurs reprises, mais il ne voulait pas comprendre. À chaque fois, il revenait à la charge. Il a vraiment très mal réagi. Martine va vivre un véritable enfer parce qu'à partir du moment où elle quitte Marc Ferral, il va venir taguer la porte du domicile
de Martine, il va lui crever les pneus de sa voiture, il devient fou. L'indifférence de la jeune femme à l'égard de Marc Ferral peut-elle être la cause de son geste irréversible? Une chose est sûre, depuis que Martine avait refait sa vie avec Jean-Paul Chardenoux, le patron de discothèque était devenu incontrôlable. D'ailleurs, 1 mois avant le crime, il aurait sauvagement agressé celle qu'il n'a jamais cessé d'aimer. Martine est au volant de sa voiture et manifestement, elle est suivie par Marc Ferral. Et Marc Ferral va aller la voir. Les portières sont verrouillées, mais la glace est laissée. Et du coup, ils vont avoir un très étrange dialogue où il lui demande si ça va. Est-ce que tu es heureuse? Elle répond oui, ça va, je suis heureuse. Et à un moment, il pète un plomb, il lui arrache ses lunettes, il lui prend les clés de sa voiture, il lui colle 4 coups de poing de façon saccadée, des coups rageurs, en plein visage. Il y a une jalousie maladive. Et c'est là où, manifestement, il peut devenir violent. Il sent que Martine est en train de s'attacher à Jean-Paul et qu'effectivement, le seul moyen peut-être pour la reconquérir, c'est de faire disparaître Jean-Paul. Moi, il m'a dit, je vais le tuer. Et je lui ai dit, fais pas cette connerie. Il a dit à des amis aussi, fais pas cette connerie. Pourquoi tu fais cette connerie? Tu vas gâcher ta vie, tu vas faire... Bon. Alors, il a écouté, il l'a pas fait. Mais 2 jours après, on est parti. 2 jours après, un coup de grisou, il est parti. Dans le bureau des enquêteurs, Martine va faire d'autres révélations et accuser Marc Ferral d'être peut-être un tueur en série. La jeune femme explique qu'avant sa relation avec Marc Ferral, elle vivait en couple avec un autre homme, un gendarme, Philippe Noguer. Elle rappelle qu'elle a vécu avec un gendarme, qu'en décembre 2009, ce gendarme, un jour, est parti pour une randonnée et qu'il n'en est jamais revenu. Philippe Noguer a disparu. 7 mois avant la mort de Jean-Paul Chardenoux, en plein hiver, c'est au cœur du Massif central, dans les montagnes de l'Aubrac, que le gendarme, pourtant randonneur chevronné, s'est mystérieusement volatilisé. Et selon Martine, cela ne serait pas un accident. Elle soupçonne Marc Ferral d'être pour quelque chose dans la disparition de son ex-compagnon. Voici ce que Martine dit aux enquêteurs. Marc m'a fait part un jour que Philippe l'avait appelé pour avoir des explications avec lui, mais Marc n'avait pas du tout apprécié. Il était remonté contre lui et m'a fait part qu'un jour il voulait le plomber. Et Philippe a disparu. Et elle dira de façon assez naturelle qu'elle n'avait pas de certitude absolue et que c'est finalement par la mort de Jean-Paul que le déclic est arrivé. Selon la jeune femme, alors que les gendarmes recherchaient activement leur collègue, Philippe Noguer, Marc Ferral aurait eu un comportement curieux à son égard. Et là, Marc Ferral lui a demandé de quitter le domicile parce qu'il ne fallait pas que les gendarmes, si jamais ils venaient chez lui, la trouvent là. Et effectivement, mais qu'est-ce qu'il avait à se reprocher à ce moment-là? Pourquoi a-t-il eu cette attitude? Et puis, il y a un autre élément qui intrigue tout particulièrement les enquêteurs. Il demande presque à chaque fois aux voyantes, ils en sont où dans l'enquête? Est-ce que vous voyez quelque chose? Est-ce que vous pensez qu'on va le retrouver? Et il a l'air de s'intéresser à l'évolution de l'enquête qui concerne Philippe Noguer, dont, logiquement, il devrait se foutre complètement. Marc Ferral serait-il le tueur en série dépeint par Martine, prêt à tout pour éliminer ses rivaux? Aussitôt, le patron de discothèque est extrait de sa prison pour être réinterrogé. Et l'homme dément toute implication. Évidemment, Marc Ferral, qui est quand même pas arrivé par le dernier TGV, va tout nier en bloc.
Selon lui, le gendarme Noguer aurait tout simplement mis fin à ses jours. Voici ce qu'il déclare. C'est vrai que j'ai appelé M. Noguer en lui demandant s'il était ou pas avec Martine, car elle partait, puis elle revenait. Mais ce n'était pas méchant. Pour moi, il était amoureux d'elle. Il a pris des cachets et il s'est suicidé. Et la suite de l'enquête va donner raison à Marc Ferral. En avril 2010, dans les montagnes de l'Aubrac, le corps du gendarme disparu est finalement retrouvé. On va retrouver les restes du gendarme lors de la fonte des neiges. D'importantes vérifications vont être faites. Il n'y a pas de preuves flagrantes d'un crime par arme à feu ou par une arme blanche. Marc Ferral, il a un alibi. Marc Ferral, il est géolocalisé ailleurs, il n'est pas sur les lieux. La piste criminelle a été écartée. Le gendarme s'est suicidé. Concernant la mort du gendarme Noguer, Marc Ferral est donc lavé de tout soupçon. Moi, je dis que Marc Ferral est un serial emmerdeur. C'est pas un serial killer. Légalement, nous n'avons aucun élément pour l'accuser de cette disparition. Après 2 ans d'enquête, le patron du Rétro est renvoyé devant la cour d'assises de Rodez pour l'assassinat de Jean-Paul Chardenoux. Et selon la justice, voici comment Marc Ferral aurait éliminé son rival et tenté de faire passer son crime pour un acte accidentel et désespéré. Barraqueville, le 18 août 2010. Ce matin tragique, Marc Ferral, à bout de nerfs, n'a qu'une idée en tête, abattre son ami Jean-Paul. Et pour cela, il n'aurait rien laissé au hasard et aurait froidement prémédité son crime. Le matin des faits, lorsque Marc Ferral se lève, il y va très mal dormi, et au moment où il part, la mécanique est lancée. Alors consciemment ou inconsciemment, en tout cas, la mécanique est lancée. Il va placer dans sa voiture un fusil de chasse, prendre des cartouches destinées au gibier, et il va partir avec sa voiture. Le trajet fait... Il y a plus de 40 minutes. Il pouvait se dire, je suis complètement fou, je ne peux pas faire ça. Et pendant 50 minutes, il ne pense qu'à ça. Il est sur la route, il ressasse sa vengeance. Une fois sur place, ce serait avec la même froide détermination que Marc Ferral attire Jean-Paul Chardenoux dans son piège. Et contrairement à ce qu'il avait prétendu, il aurait délibérément achevé sa proie. Il est calme. Il n'y a pas un seul mot qui est échangé entre les deux hommes. Pas un seul. Il va se saisir de son fusil de chasse, qui manifestement est déjà chargé. Jean-Paul Chardenoux fait demi-tour et l'autre tire. Jean-Paul Chardenoux, il reçoit la décharge de 3/4 d'eau. C'est-à-dire qu'en termes clairs, il tournait le dos, il était en train de fuir. Et donc à aucun moment, Marc Ferral ne pouvait se sentir en danger face à un homme qui était en train de fuir. Jean-Paul Chardenoux a été abattu comme un chien. Marc Ferral vient d'exécuter sa victime. Il décide alors de faire croire à une tentative de suicide. Et Marc Ferral va effectivement aller derrière le bâtiment, et c'est important, se cacher pour ensuite tirer sur son épaule. Il dit qu'il avait pris le fusil, qu'il l'avait mis sous le menton. Et il dit qu'en reculant, il a heurté un objet qui était au sol, et qu'en tombant, le fusil s'est dévié, et le coup est parti lorsque le canon était au niveau de l'épaule. Sauf que si le canon est dans cette position-là, même s'il est dévié, ça fait ça.
Donc le coup de feu, il part et il touche rien. D'après les experts en balistique, Marc Ferral a donc directement placé le canon de son fusil sur son épaule avant d'appuyer sur la détente. Là, on a un angle de tir très précis qui est à l'horizontale. Le fusil est à l'horizontale. Marc Ferral a soigneusement, consciencieusement évité d'atteindre une zone vitale. C'est un maquillage d'une tentative de suicide. Donc, finalement, il tire quasiment dans le dos de sa victime. Il invente son histoire de suicide. On s'aperçoit à ce stade qu'il a menti sur tous les points. Le 13 janvier 2014, s'ouvre à Rodez le procès de Marc Ferral devant la cour d'assises de l'Aveyron. L'homme risque gros, la prison à perpétuité. Dans la salle comble, le célèbre patron du rétro a perdu de sa superbe. Il reste plus grand-chose du charismatique Marc Ferral, richissime patron de boîte de nuit. Lorsqu'on voit ce petit bonhomme tassé sur son siège, sur son banc, dans le box des accusés de la cour d'assises. Du côté des proches de Jean-Paul Chardenoux, ce procès est une épreuve, attendue mais redoutée, en particulier pour son épouse, principal témoin du crime. La confrontation, ça a été très très dur. J'ai du mal, j'ai du mal à me retrouver en face de lui. Alors que Marc Ferral avait toujours nié l'assassinat de son ami Jean-Paul, à la surprise générale, au procès, l'homme change de stratégie et tente d'attendrir les jurés. Et là, on a vu un Marc Ferral, je dirais, profil bas et souhaitant jouer les hommes, assumer son acte. On a le sentiment qu'il est dans le regret et qu'il a mesuré l'horreur de son acte. D'ailleurs, parmi ses déclarations, c'est je ne vous mentirai pas, je reconnais l'intégralité des faits. Devant la salle médusée, voici ce que Marc Ferral déclare. Je regrette sincèrement mon geste. J'ai pris la vie de quelqu'un qui valait plus que moi. J'ai tiré sur un homme qui ne m'avait jamais menacé. Je reconnais tout. Aujourd'hui, je pense que si quelqu'un devait mourir, c'était moi. Je mérite la peine de mort. Il nous disait « J'ai fait quelque chose de grave, je mérite une sanction exemplaire. » Seulement, ce mea culpa un peu tardif ne va convaincre personne. D'un côté, il a de l'empathie, il a de la compassion pour la victime. Il dit qu'il a tué un brave type, un type gentil, qu'il mérite la peine de mort. Et puis juste après, passant du rire aux larmes, cette fois-ci de façon presque enfantine, il nous dit « mais finalement je vais prendre 6 ou 7 ans, c'est pas très grave ». La peine de mort, il avait qu'à s'imposer le jour où il a tenté de se suicider. C'était à la limite le meilleur moyen de s'imposer la peine de mort. Ce qu'il n'a pas fait. Il était dans le paraître. Il n'y avait pas de sincérité. La stratégie de Marc Ferral a échoué. Et ce n'est pas les témoins qui vont défiler à la barre qui vont arranger les affaires de l'accusé. Céline, sa première épouse, va livrer un récit effrayant. À 39 ans, cette professeure de lettres raconte l'histoire de sa relation amoureuse avec Marc Ferral, jusqu'à ce qu'elle décide de le quitter en 2003. Céline va vivre exactement ce que Martine a vécu, c'est-à-dire pendant 3 ans et demi, elle va être harcelée au quotidien par Marc Ferral. Marc Ferral va lui tailler la porte de son appartement. Cette femme est enseignante et dans l'établissement où elle enseigne, elle retrouve des tags de caractère sexuel avec son nom, donc parfaitement identifiable. Sa voiture a brûlé 2 fois. Enfin, elle a vécu un cauchemar
qui a duré 3 ans et demi. On a la personnalité de Ferral qui réapparaît. C'est-à-dire celui qui a toujours raison, qui ne supporte pas la contradiction, qui ne supporte pas la frustration, surtout lorsqu'elle vient des femmes. C'est-à-dire qu'en fait, ce type, Marc Ferral, à chaque fois qu'on le quitte, c'est une catastrophe. Au bout de 5 jours d'audience, les réquisitions de l'avocat général sont lourdes. L'avocat général, qui est censé représenter la société, avait demandé 20 ans. Mais pour les jurés, c'est encore insuffisant. De façon assez curieuse et un peu exceptionnelle, les jurés ont dépassé les réquisitions de l'avocat général. Ferral a été condamné à 24 ans. Assorti d'une période de sûreté de 16 ans. Une lourde sanction, mais en dessous de ce que l'accusé réclamait. Et pourtant, l'homme ne va pas en rester là. Marc Ferral va faire appel. Pour les proches de Jean-Paul Chardenoux, c'est là une ultime preuve que depuis le début, le patron du rétro leur a menti. On dit qu'on mérite la peine de mort et 5 minutes après, on apprend qu'il fait appel. Donc c'est complètement idiot de dire ça et après de faire appel. C'est son rôle puisque c'est un grand manipulateur, il manipule beaucoup de gens, donc égal à lui-même. Dans quelques semaines, Marc Ferral sera rejugé pour l'assassinat de son ami Jean-Paul. Mais en attendant son procès en appel, l'ancien patron du rétro est toujours, au regard de la loi, présumé innocent.